Bonjour tout le monde, je m'appelle Kevin Foley, je suis planificateur financier. J'ai commencé dans le domaine en 2007, tout juste avant la crise financière de 2008, donc au moins j'ai eu cette crise comme expérience. Ça fait un petit bout que je voulais commencer à faire des vidéos instructives sur Internet, les réseaux sociaux et autres, mais par manque de temps, je mettais toujours ce projet de côté. Par contre, avec le confinement qu'on vit actuellement, je me suis dit que c'était un bon moment pour démarrer. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est sur l'amortissement. Je suis dans quelques groupes d'immobilier dans les réseaux sociaux parce que j'en détiens moi aussi. Et on a des clients qui en ont aussi des immeubles à revenus. Souvent, ils me demandent est-ce que je devrais amortir ou non. Donc, j'ai créé une petite présentation pour vous. On va passer à travers et ça devrait vous aider dans votre décision de est-ce que j'amortis mes immeubles, oui ou non. On va passer ici. Donc, premièrement, je fais partie de l'équipe Bolduc-Foley. Le conseiller principal est Charles Bolduc. Lui, ça fait 15 ans qu'il est dans l'équipe minimum, je crois. Et Josiane, qui est notre adjointe, notre pilier. On ne pourrait pas avoir les bons chiffres qu'on a si elle n'était pas présente. Et il y a aussi nos spécialistes régionaux qui travaillent pour nous aider pour différents secteurs. Donc, en gros, rapidement, c'est quoi l'amortissement d'un bien locatif? L'amortissement, des fois, on peut mettre ça comme un exemple pour une voiture. Une voiture, tout le monde sait que ça perd de la valeur avec le temps. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a une compagnie de flotte de voitures qui loue, il peut amortir à chaque année un montant de la valeur de ses voitures. Donc, on va dire qu'il a acheté sa voiture 30 000, je fais des chiffres rapides, il va peut-être amortir 4 000 par année qui va ajouter à ses dépenses dans son rapport d'impôt pour combler la perte de valeur de ses voitures. Par contre, dans l'immobilier, ce qui est un peu spécial, c'est normalement, le monde dit, l'immobilier prend de la valeur, comment ça on peut amortir? On peut amortir l'immeuble, mais pas le terrain. Donc, ça, c'est un point important. Donc, si j'ai mis une petite définition, l'amortissement représente la perte de valeur d'un bien dû à l'usure du temps. Comme je vous ai dit, le terrain n'est pas amortissable, seulement l'immeuble physique l'est. Le taux d'amortissement d'un immeuble à revenu, par exemple, est de 4 Ne pas oublier la règle de demi-année pour la première année. Donc, autrement dit, la première année, c'est 2 qui est amortissable et les autres années, c'est 4 qui suit. Vous allez voir, j'ai des exemples plus tard. L'amortissement réduit votre revenu imposable, donc vous permet d'économiser de l'impôt à chaque année. Donc, autrement dit, on va dire que votre immeuble à revenu a fait un revenu positif de 10 000. Vous pouvez amortir 2 000. Finalement, votre revenu locatif net va être de 8 000 à ce moment-là. Vous ne pouvez amortir votre immeuble que s'il génère un revenu net positif. Donc, surtout au début, les personnes qui achètent des immeubles à revenus souvent sont en négatif pour leur rapport d'impôt, mais vous ne pouvez pas amortir à ce moment-là. Et non plus, on va dire que vous avez seulement un petit positif. Vous pouvez seulement l'amortir pour le rendre à zéro. Donc, l'amortissement ne peut pas rendre votre revenu net négatif. Très important. Et lorsque vous vendez votre immeuble, autrement dit, il y a une partie de gain en capital qui est imposable à 50 mais la récupération de l'amortissement, elle, va être imposable à 100 Très important. Donc, c'est pas même magique. Ça vous permet de sauver de l'impôt à chaque année, mais quand vous allez le vendre, vous allez devoir repayer votre impôt à ce moment-là sur la récupération d'amortissement qu'on appelle. Ici, j'ai mis des mythes qu'on entend un peu par rapport à l'amortissement. Donc, normalement, les investisseurs immobiliers auront un revenu imposable plus élevé à la retraite que maintenant, alors l'amortissement n'est pas bon pour eux. Vous allez voir, je réponds un peu à ces mythes plus tard, mais c'est simplement, je voulais les mettre. Il vaut mieux avoir de la liquidité maintenant que plus tard. Ça, les YOLO, You Only Live Once, aiment bien ça. Donc, avoir de l'argent maintenant au lieu de plus tard quand on va vendre l'immeuble. Vaut mieux amortir car l'amortissement est déductible à 100 et quand nous allons vendre, le gain en capital est seulement imposable à 50 Comme je vous ai dit tantôt, c'est faux. Il y a une récupération d'amortissement à ce moment-là qui est imposable à 100 Donc, ça sera encore mieux si ce mythe-là était vrai, mais ce n'est pas le cas. Et ensuite, mon beau-frère m'a dit de ne jamais amortir. Mon comptable ne m'a jamais parlé de cela. Souvent, les comptables, ils vont le faire par défaut. Par contre, c'est bien de vous en parler parce que oui, c'est bon en général, comme vous allez voir, mais ça peut dépendre des situations. Et mon oncle m'a dit, au lieu d'amortir, mettre des fausses dépenses, ça, c'est pas très légal. Donc, si vous faites vérifier par le gouvernement, ça vaut risque et péril. Vous allez avoir des pénalités et des intérêts à payer. Donc, ici, je voulais juste vous mettre une slide, autrement dit, d'un rapport d'impôt de quoi de l'heure de l'amortissement. Donc, j'ai pris un rapport d'impôt de quelqu'un que je nomme pas bien sûr. Donc, sa fraction non amortie au début de la FNAC qu'on appelle, c'est le montant, autrement dit, après amortissement qui reste.
C'est un peu complexe, mais pour mettre ça simple, comme qu'on voit, la FNAC, dans ce cas-là, c'était 245 595 et on voit la colonne 12 que la personne a amorti 3 094. Donc, ce qui fait que sa FNAC pour l'autre année va être de 242 501. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, si on amortit à chaque année, bien, ça va se retrouver à zéro. On ne pourra plus amortir si on garde l'immeuble, par exemple, 35 ans. Et dans cet exemple-là, mais la personne va déduire à ses revenus locatifs un montant de 3 093,97. Au moment de la vente, j'ai mis aussi un exemple d'un rapport d'impôt d'un client, par exemple, qui avait vendu ses immeubles à revenus. Ça a déclenché une récupération d'amortissement. Donc, je vous l'ai entouré ici en rouge. Donc, la personne va ajouter à ses revenus de location un 23 782 qui va être imposable à 100 %. Donc, dépendamment de ses autres dépenses, habituellement, mais l'année qu'on vend, surtout avec la récupération mais d'amortissement, c'est rare qu'on retrouve des revenus nets négatifs. Donc, ça va faire une bonne charge d'impôt pour la personne. J'aime bien mettre des exemples concrets parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, la théorie, ça me dérange un peu. J'aime ça voir vraiment que des vrais cas, si c'est vrai, oui ou non. Donc, j'ai créé un cas et je vais vous montrer si dans cet exemple-là, c'est bon ou non d'amortir. Voici l'exemple de Nicolas Grégoire, célibataire de 30 ans, veut prendre une pré-retraite à 60 ans. Je vais passer rapidement. Ça, c'est juste pour vous dire les données que j'ai mis dans mon programme de planification financière pour que vous sachiez qu'est-ce que j'ai mis, mais j'ai fait différentes simulations après avec des revenus différents et autres. Là, je vous dirai le sommaire de mes résultats à la fin. Il gagne un revenu de 70 000, il n'y a aucun fonds de pension, donc il investit dans l'immobilier pour sa retraite. Il va continuer à travailler à temps partiel jusqu'à 75 ans, mais avec un revenu de 25 000 à partir de 60 ans. Donc, là, pour l'instant, il fait 70 000 et à 60 ans, il va diminuer sa cadence de travail pour travailler à temps partiel et faire environ 25 000. Tout ça suit l'inflation, bien sûr, de 2 % dans le temps. Il possède des immeubles valant 2 millions. J'ai mis un taux de croissance de la valeur des immeubles de 3 % annuellement et il y a des revenus locatifs bruts de 12 000 par mois. Il veut vendre ses immeubles à 75 ans, il va être tanné, donc il veut s'en débarrasser puis profiter un peu plus de la vie à ce moment-là. L'inflation, comme j'ai dit, 2 %, l'augmentation des dépenses pré-retraite, 4 % à la retraite, 2 % et augmentation du revenu. Donc, son revenu, j'ai fait une augmentation de 4 % par année. Donc, ça, c'est vraiment pour vous indiquer qu'est-ce que j'ai mis comme information. Voici son avoir net. En passant les rendements des placements, j'ai mis 4,8 %, là, donc pas de quoi de trop astronomique. Donc, il y a un peu de REER, un peu de CELI. Actif de mode de vie, ça, c'est sa maison, 350 000. Et il y a les biens immobiliers que je vous disais tantôt, 2 millions. Par contre, il y a des hypothèques, ce qui fait que son avoir net est de 1 360 000. Donc, ce qui est bien avec l'amortissement, vous allez voir, ça génère autrement dit du cash flow à chaque année. Donc, moi, j'aime mieux avoir de l'argent personnellement actuellement que plus tard. Surtout que l'argent qu'on génère actuellement, on peut la placer. C'est en plein ça que j'ai fait dans mon exemple pour comparer des pommes avec des pommes. Chaque revenu supplémentaire que Nicolas Grégoire génère à chaque année est investi dans un compte non enregistré. J'ai fait ça simple qui génère du 4,8 % de rendement. Donc, j'ai mis quelqu'un qui amortit à gauche et quelqu'un qui amortit pas à droite. Vous allez voir, j'ai agrandi un peu les chiffres parce que c'est peut-être petit pour vous à l'écran. Donc, en haut, c'est amortissement, en bas, c'est sans amortissement. Donc, vous voyez, quand même, ça fait une grosse différence, là. Si la personne décide d'amortir, ça génère un cash flow positif après son coût de vie. Son coût de vie, en passant, j'ai mis 42 000 par année. Je l'ai fait augmenter de mémoire de 4 % là. J'ai dit tantôt. Donc, après son coût de vie, son hypothèque, son impôt, bien sûr, sa cotisation à RRQ, j'ai vraiment tout pris en considération. Mais si amorti, ça va générer un cash flow positif à la fin de l'année de 24 874, tandis que s'il n'a pas amorti, il va vraiment arriver kiff-kiff avec ses dépenses, un petit surplus de 698 par année. Donc, chaque colonne, autrement dit, c'est une année. La première, c'est cette année. J'ai juste pris 5 ans là, pour simplifier quand même, mais vous comprenez un peu le principe. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est l'amortissement, comme vous avez vu tantôt, ça génère de l'impôt plus tard. Donc, j'ai par contre indiqué son avoir net pluriannuel. Donc, comme vous voyez, j'ai pris différentes années, 2030, 2040, 2050, 2060, 2080. Et j'ai fait une comparaison avec amortissement et sans amortissement. Quel va être son avoir net? Donc, avoir net, c'est vraiment ce qu'il possède, moins son hypothèque.
Puis c'est la partie qui possède lui-même, là. Donc, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, moi, j'ai 200 portes, mais ils ont 10% de 200 portes. Mais l'avoir net, c'est vraiment la vraie valeur qu'une personne a au complet. Donc, j'agrandis encore une fois les chiffres. Je vais vous les montrer ici. Encore une fois, j'ai comparé avec amortissement et sans amortissement. Puis, on voit que avec amortissement, la valeur nette de Nicolas Grégoire serait beaucoup plus élevée. Par contre, attention, je vous ai dit tantôt qu'au moment de la vente des immeubles, il va devoir payer des impôts. Par contre, si on regarde en 2080, je lui avais fait vendre ses immeubles, comme qu'on avait dit, il les vendait à 75 ans. Et malgré tout, avec amortissement, il est quand même gagnant avec une valeur nette de 13 490 114 par rapport à sans amortissement. Encore une fois, quand il a vendu ses immeubles, il a placé ça dans des comptes non enregistrés qui fait du rendement de 4,7 %, une partie en dividendes et du gain en capital reporté pour être un peu plus technique. Ce que j'aime bien avec l'analyse successorale, c'est que ça montre vraiment notre situation au complet à différents moments de notre vie quand on a payé l'impôt. Parce que si le monde ne le savent pas, quand on décède, bien, tout se vend et on paie l'impôt au moment de notre décès. Donc, si par exemple une personne a plein de REER, puis il décède assez jeune à sa retraite, bien, il y a un paquet d'impôts qui va perdre, par exemple 53% d'impôts qui va partir de ses REER. Pareil pour les immeubles à revenus, tout se vend, donc la récupération d'amortissement aussi. Je vais vous agrandir encore les chiffres plus bas. Donc, encore une fois, même avec l'impôt payé, vous voyez que dans ce cas-là, l'amortissement est toujours préférable. En 2030, il n'y a pas une grande différence. Là, on s'entend 2 479 000 au lieu de 2 442 000. Donc, c'est quand même un 30 000 de différence, mais c'est sûr, sur 2 400 000, le 30 000 est un peu négligeable. Mais plus qu'on avance dans le temps, mais plus que vous voyez que l'amortissement est intéressant. La raison, bien sûr, c'est que la personne place son cash flow supplémentaire. Là, j'ai mis qu'il place dans des rendements non enregistrés, dans des investissements non enregistrés. Ça peut être dans un CELI, ça peut être dans un REER. J'ai gardé simple, ou même l'immobilier pour acheter d'autres immeubles avec son cash flow que ça y a généré d'amortir. J'ai poussé l'analyse un peu plus loin pour vous, parce que des fois, le monde me dit 4,8 %, mais moi, je suis dynamique, je trouve que c'est un peu bas comme rendement. Ça peut être, par exemple, si vous réinvestissez mais dans l'immobilier puis vous pensez faire du 7 % par année, j'ai mis un 7 % de rendement. Donc, vous allez voir, la différence va être encore plus grande avec le temps. Donc, on voit, par exemple, en 2060, qui est la deuxième avant-dernière colonne, que la personne, par exemple, aurait avec amortissement 9 598 000 par rapport à sans amortissement 8 817 000. Donc, il y a un 700 000 environ de différence entre les deux. Donc, en gros, l'amortissement, la plupart du temps, c'est préférable. Voici mes quelques questions suite à mon analyse que vous pouvez vous poser, parce que c'est sûr, j'ai fait un cas X, mais il y a différentes situations qui peuvent s'appliquer. Si mon revenu, par exemple, n'est pas très élevé actuellement, mais je pense avoir des bonnes hausses de revenus. J'ai fait une autre simulation, je ne vous montre pas en détail c'est quoi, mais j'ai fait le test avec 40 000 de revenus pré-retraite, autrement dit. Donc, quand la personne travaille, et 1 500 de dépenses pré-retraite. Par contre, la personne à la retraite, j'ai mis comme dans mon exemple 10 000 de dépenses à la retraite. Donc, encore une fois, l'option de l'amortissement était la meilleure. Donc, même des personnes qui font des revenus un peu plus bas que 70 000, l'option de l'amortissement va être préférable. Par contre, ça se pourrait que si, par exemple, vous faites 25 000 actuellement, puis vous prévoyez dans 4 ans faire 80 000, bien, probablement que l'amortissement ne sera pas préférable dans cette situation-là. Mais, bien, grosso modo, dans la plupart des cas, c'est avantageux. Ensuite, si j'ai un revenu très bas et j'investis mon argent dans des certificats de placement garantis à 1,5 %, bien, dans ce cas-là, effectivement, il serait probablement préférable de ne pas amortir. Il faut analyser encore plusieurs situations, c'est du cas par cas, mais vite de même, une règle du pouce, ça serait probablement pas intéressant d'amortir si c'est ce que vous faites avec votre cash flow supplémentaire. Je suis incorporé, est-ce que c'est le même principe? Point très, très important. Donc, si vous êtes incorporé, l'amortissement fonctionne exactement de la même façon dans une incorporation. On ne rentre pas. Si vous êtes incorporé, vous avez probablement une petite base en comptabilité d'entreprise, mais c'est ça, dans vos revenus d'entreprise, l'amortissement fonctionne de la même façon. Donc, au début, vous sauvez de l'impôt, puis ensuite, il y a une récupération d'amortissement qui se fait.
Par contre, pour ceux qui sont incorporés, c'est extrêmement important de faire une planification financière par un planificateur financier. Je vais pousser un peu pour ma religion, si je pourrais dire. Les comptables et fiscalistes sont souvent excellents. La plupart du temps, comme dans tous les domaines, il y en a des bons et des moins bons, pareil pour les planificateurs financiers. Mais les comptables fiscalistes, souvent, vont vouloir optimiser votre situation actuelle et passée, puis un petit peu future. Mais c'est rare qu'ils vont faire des planifications comme j'ai fait, par exemple. Ça, c'est le travail principalement d'un planificateur financier, membre de l'IQPF, l'Institut québécois de la planification financière. Donc, ça va vous aider des fois à faire des décisions que peut-être sur le court terme, vous allez dire, c'est bizarre que je vous recommande ça, mais sur le long terme, je vais vous montrer qu'une projection que vous allez être gagnant. Donc, des fois, oui, vous allez payer un petit peu plus d'impôts actuellement, mais vous allez en sauver plus tard. Ce qui m'amène rapidement avec la petite partie publicité de ma présentation, je vais faire ça vite. C'est important d'avoir un plan financier pour optimiser votre retraite, pour maximiser le succès de votre entreprise. Surtout si vous êtes incorporé, il y a des super belles stratégies qu'on peut faire, Charles et moi ou d'autres planificateurs financiers que vous connaissez, afin d'optimiser votre situation. Planifier des dépenses importantes et on a accès à des logiciels de planification financière très poussés que vous-même, avec vos chiffres Excel, ça serait très difficile à reproduire. Donc, on peut vraiment vous aider là-dedans. Vous pouvez m'appeler, m'écrire ou parler avec votre planificateur financier, n'importe qui, mais c'est important que vous ayez des planifications financières chaque personne. Donc, ce qu'on fait rapidement, on examine votre situation, on clarifie vos buts et vos objectifs. Donc, dans mon exemple d'investisseur immobilier, si votre objectif, c'est d'acheter le plus possible d'immeubles, on va le prendre en considération. On ne dira pas non, vendez votre immobilier puis placez avec nous. On est vraiment là-dessus. Ce qu'on veut, c'est vraiment que vos buts et objectifs soient réalisés et surtout optimisés. On va vous aider avec ça. On va élaborer un plan complet puis personnaliser votre programme de placement, mettre en place une stratégie globale et surtout, continuer à revoir le plan financier à chaque année pour qu'il soit toujours optimisé. Parce que c'est bien beau faire un plan au début, puis on le met dans un beau cartable, puis ça prend la poussière. Ce qui est important, c'est à chaque année de le réviser ou dès qu'il y a des changements majeurs dans votre situation. Juste pour rapidement, notre firme, on fait affaire avec tous les leaders en finance au Canada, aux États-Unis. BlackRock, le plus grand gestionnaire au monde d'actifs, c'est un de nos partenaires de placement. Pour les assurances, par exemple, RBC, Manuvie, Canada Vie, Sun Life, encore une fois, des grands leaders. Pour les hypothèques, on a Banque Nationale et nous-mêmes. Donc, on fait vraiment affaire avec les grands leaders et bientôt, on va avoir accès au ETF aussi, qui est intéressant, une autre option que des fois des clients préfèrent. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette petite formation de 20 minutes. C'est dans mes premières, donc je vais améliorer certains points dans le futur, mais je voulais commencer à mettre du contenu un peu sur ma page Facebook. Je vous recommande de vous joindre et d'aimer ma page Facebook, qui est tapez Kevin Foley, c'est PLFIN par la suite. Là, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de Kevin Foley. Vous allez me trouver assez facilement ou sinon écrivez-moi, je vais vous répondre sans faute. Donc, merci. Et si vous avez d'autres questions sur l'amortissement, n'hésitez pas à m'écrire. S'il vous plaît, prendre note de ces informations légales.